Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième édition de notre webinaire sur le retour des oméga-3. Donc, pour cette partie, nous nous concentrerons sur la physiologie et la médecine contemporaine des oméga-3, qui sera de nouveau présentée par le docteur Delorgeril. Pour notre part, donc ce soir, c'est moi qui ai le plaisir de faire la présentation, d'animer le webinaire, et puis c'est Nolwenn qui sera sur le chat pour répondre à vos questions. Donc si vous avez le moindre souci, problème, question pendant le webinaire, vous pouvez lui demander. Et puis, comme d'habitude, il y aura à la fin du webinaire un moment pour répondre à vos questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité soit à ce moment-là de lever la main, donc on vous permettra de parler à ce moment-là, ou alors d'écrire sur le chat et on relira les questions pour tout le monde à la fin et on tâchera d'y répondre. Voilà, je laisse maintenant la parole au docteur Delorgeril pour se présenter. Oui, je vous parle de Norsan d'abord. On va faire très court parce que vous avez sans doute déjà entendu ça la semaine dernière. Donc simplement pour ceux qui n'étaient pas là, donc Norsan, en fait, on est un laboratoire d'origine norvégienne, donc dont le siège social est à Berlin, et nous, on est l'entité française pour notre part. Et donc, on propose des oméga-3 de haute qualité, hautement dosés, et 100% naturels, ce qui est très important. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'informer sur l'importance des oméga-3, l'importance d'un équilibre dans le rapport oméga-6-3 pour une bonne santé. Voilà, de permettre au plus grand nombre de consommer et d'avoir un apport suffisant en oméga-3 de qualité. Voilà pour la petite partie sur Norsan. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Michel Delorgeril, je suis médecin et chercheur CNRS. Donc, je vais vous parler des acides gras oméga 3. C'est avec comme sous-titre le retour des oméga 3. Alors, le sous-titre, il dit beaucoup. Ça veut dire que s'ils reviennent, ça veut dire qu'ils sont partis, puis qu'ils étaient là avant. Bref, qu'il y a toute une histoire derrière les oméga 3, les acides gras oméga 3. Et c'est ça qu'on essaye de résumer. Ça pourrait prendre des heures et des heures de faire tout l'historique. Donc, là, lors de la première, on a appelé ça épisode 1, où j'ai essayé de montrer l'épidémiologie cardiovasculaire en relation avec les oméga 3. C'était jeudi dernier. Puis jeudi 12 mai, aujourd'hui, on va parler de on va dire la physiologie et la médecine contemporaine des oméga 3. Quand je dis contemporain, c'est la période la plus récente, disons le 21e siècle. Pour moi, c'est très moderne, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est juste un début. Mais je vais insister sur cet aspect-là. La problématique des oméga 3 a donné lieu à des discussions, voire à des grosses disputes. Je vais le raconter un petit peu. Et pour comprendre comment on peut aujourd'hui, 2022, à partir de 2022, bien utiliser les oméga 3, il faut comprendre, il faut savoir ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. C'est très important. Alors là, je fais un bref rappel de l'introduction que j'avais donnée jeudi dernier. Je ne parle que des maladies cardiovasculaires, que de la problématique cardiovasculaire. C'est déjà bien compliqué, rien que le cardiovasculaire. Bon, ça ne veut pas dire que les autres sphères médicales ne sont pas très, très importantes, bien entendu. Mais ces autres sphères médicales, je les laisse de côté aujourd'hui. Donc, et c'est très important, toute analyse concernant, c'est le troisième paragraphe de cette diapo, toute analyse concernant les oméga 3 doit être contextualisée. Ça veut dire que bien expliquer qu'on est dans le cardiovasculaire et pas dans autre chose. Et le cardiovasculaire, ça veut dire de l'épidémiologie, c'est-à-dire l'analyse des causes, la présentation clinique, le traitement, la prévention, de ça, des maladies cardiovasculaires en général, et comment dans ce contexte, contextualisé donc, les oméga 3 peuvent jouer un rôle. Alors, ça veut dire aussi que la façon dont on peut utiliser les oméga 3, alors soit par l'industrie pharmaceutique, soit sous forme de compléments nutritionnels, ça doit être adapté aux objectifs et aux individus. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi, c'est parce que c'est un peu la médecine du futur.
Ça veut dire qu'il faut éviter les protocoles, il faut éviter la médecine systématique. Les oméga-3 sont du ressort de ce que moi j'appelle la médecine de précision. Alors, j'ai récemment, vous voyez, échappé à l'infarctus et à l'AVC. La révolution de la médecine de précision, c'est un livre que je viens de publier et qui explique comment la nouvelle médecine va arriver là dans les années qui viennent. Et cette médecine de précision, je ne veux pas la définir maintenant, mais c'est l'avenir. C'est-à-dire que chaque individu est un cas particulier et on ne doit pas rentrer dans une case qui a été prédéfinie par des industriels ou des autorités sanitaires. Alors, je démarre sur une autre idée, là, maintenant, c'est qu'il y a, dans le contexte des maladies cardiovasculaires, un consensus, on va dire, médical et scientifique, que pour protéger sa santé cardiovasculaire, il faut adopter un mode de vie protecteur. Hein, ce n'est pas simplement des médicaments. Alors, tout le monde le sait, hein, c'est pas de tabac, c'est le moins de sédentarité possible, et puis des habitudes alimentaires méditerranéennes. C'est ça, c'est le modèle alimentaire qui a été mis en évidence, c'est par mes équipes en premier, hein, dans les années 90, vous voyez, ça fait longtemps, ça fait 25 ans. Et ces habitudes alimentaires méditerranéennes, elles ont c'est méditerranéen, mer Méditerranée, et donc aliments riches en aliments marins. Et les aliments marins, eh bien, ils sont riches en oméga-3 marins. Voilà, donc ce sont deux questions qui sont, on va dire, indissociables. Hein. Le nouveau régime méditerranéen, bon, c'est une version modernisée, c'est pour protéger sa santé et protéger la planète. Ça, c'est un bouquin qu'on a sorti il y a quelques années, mais qui garde aujourd'hui toute sa modernité. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Très vite, je rappelle ce qui avait été dit à l'épisode 1. Donc, on avait terminé sur cette idée, c'est que 3 grandes tendances dans les milieux médicaux et scientifiques, hein, c'était révélé. Alors, les études, alors c'était des essais cliniques, de l'épidémiologie, c'est-à-dire des études d'observation, analysant la diète méditerranéenne riche en oméga-3, les rapports avec les maladies cardiovasculaires. Donc ça, on en a parlé la dernière fois. Ensuite, les études épidémiologiques, les analyses des effets de la consommation de poissons. Vous voyez, c'est une idée différente que la diète méditerranéenne. Là, les chercheurs ne regardent que la consommation de poissons. C'est ce que je vais discuter très rapidement maintenant. Et enfin, c'est le point le plus important d'aujourd'hui, c'est les essais cliniques testant des capsules contenant des huiles de poisson. Donc, je reprends la section 2, hein, les études épidémiologiques analysant la consommation de poissons. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, les données épidémiologiques ne sont pas convergentes. On va dire ça comme ça. Hein. Alors, il y a eu de très nombreuses études dans différents pays, à différentes époques, et alors parfois il n'y avait pas d'effet bénéfique, parfois on montrait un effet bénéfique, et parfois il y avait même un effet négatif. Donc c'est difficile à analyser, et pourtant les autorités sanitaires, notamment américaines et européennes, ont décidé, c'est un consensus que je qualifie là sur la diapo de paradoxal, de recommander la consommation d'au moins 2 portions de poisson par semaine. Bon, c'est un peu paradoxal, mais ils sont arrivés à cette idée-là. Mais c'est évidemment 2 portions de poisson par semaine. On voit tout de suite que c'est très, très approximatif, hein, parce que quel poisson, hein, il y a toutes sortes de poissons dans la mer, y compris des poissons d'eau douce dans les eaux douces. Et puis quel consommateur, hein, c'est pas du tout la même chose de peser 100 kilos, de passer sa journée dans du travail avec forte activité physique, puis d'être un sédentaire dans un bureau et de peser 50 kilos. Hein, voilà. Donc ce compromis sur 2 portions de poisson par semaine, ça n'a pas de légitimité scientifique. Bon, ils ont dit ça, c'est pas la première fois que des autorités sanitaires, nationales, internationales, disent des choses un peu bizarres. Alors, la question pour un scientifique, quand même, c'est pourquoi toutes les données sur les poissons ne sont pas convergentes. Alors, ça a donné lieu à des discussions, à des disputes. Voilà, là, je vous donne, vous voyez, Fish Consumption and Cardiovascular Health, a Systematic Review. Je donne une publication, mais il y en a beaucoup. Et
Les explications proposées, vous voyez, elles sont en anglais sur la Clinical Significance Survey, c'est une publication de 2021. Donc, je le traduis en termes français. Hein, tous les poissons n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Hein, un poisson gras, ce n'est pas un poisson maigre. Ça, c'est évident. Ça, c'est la première explication. Et le gras du poisson, eh ben, c'est en partie des oméga 3. Un poisson maigre qui vit tout près de la côte, dans des eaux plus chaudes, ou un poisson tropical, eh ben, il ne contient pas d'oméga 3 ou très peu. Alors, le deuxième aspect qui est proposé pour expliquer cette divergence des études, c'est que certains poissons sont contaminés. Alors, plus le poisson est gros, plus il est vieux, plus il est contaminé. Alors, les métaux lourds, ça, tout le monde le sait maintenant, et puis aussi les plastiques. Et enfin, le troisième paramètre important, c'est la façon de préparer les poissons. Hein. À part les Japonais, peu de populations consomment des poissons crus. En général, on le fait cuire et souvent, on le fait frire. Et évidemment, l'huile de friture est un aspect très important dans l'effet santé possible d'un aliment, et en particulier des poissons. Voilà, c'est les trois grandes explications qui ont été proposées pour expliquer les discordances entre les études, les chercheurs, etc. Bon, en général, par exemple, la consommation de poissons au Japon, grand consommateur de poissons, souvent crus et très bénéfique. Aux États-Unis, c'est plus mitigé. Bien, alors, voilà pour la consommation de poissons. Et je vais maintenant passer à la dernière partie de cette présentation, c'est les essais cliniques testant des capsules d'huile de poisson. Alors, je vous propose d'être très attentif parce que non seulement je vais faire une sorte d'historique, présenter des études, mais je vais en profiter pour faire un peu de pédagogie, pour montrer comment un scientifique sérieux travaille avec des études cliniques publiées dans les grandes revues médicales et scientifiques. Voyez, donc, c'est évidemment en anglais, je suis désolé, parce que la plupart des grandes études, y compris les miennes d'ailleurs, ont été publiées en anglais. C'est le langage des scientifiques. Et donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et avec un œil scientifique. Bon, je fais quand même une rapide introduction. On avait quand même un problème, hein, c'est qu'on avait des doutes concernant les effets bénéfiques de la consommation de poissons. Et aussi, un autre problème, hein, c'est que tous les médecins qui prescrivent éventuellement des capsules d'huile de poisson ne sont pas très, on va dire, compétents en nutrition. Donc, donner des recommandations nutritionnelles quand le médecin est peu compétent, et quelquefois moins compétent que son patient, c'est difficile. D'où la tactique du médecin, c'est de considérer la capsule d'huile de poisson non pas comme un apport, comme un supplément par rapport à un mode de vie et par rapport à des habitudes alimentaires, mais comme un médicament. Alors, c'est bien, pourquoi pas? Moi, je suis pas favorable à ça, mais si on veut faire passer une capsule d'huile de poisson pour un médicament, alors il faut obtenir un remboursement par les assurances. Un patient qui se voit prescrire un médicament, il veut que ce soit remboursé, et ça, c'est à peu près le cas dans tous les pays du monde. Mais pour obtenir un remboursement par les assurances, l'assurance maladie en France, les investigateurs ou l'industriel qui produit ce médicament, il doit démontrer l'efficacité de ce médicament, en l'occurrence des capsules d'huile de poisson riches en oméga 3, à longue chaîne, EPA, DHA, etc. Alors, c'est comme ça qu'on obtient à la fois une autorisation de mise sur le marché et un remboursement. Donc, pour une AMM et un remboursement, il faut un essai clinique. Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique? En deux mots, hein, c'est une étude expérimentale dans une population bien définie, bien déterminée. Par exemple, on sait dans cette population occidentale quel est le risque de mourir d'un infarctus dans l'année, dans les 5 ans, dans les 10 ans. Et puis, on prend une population comme celle-là, des volontaires, on tire au sort, on les met dans deux groupes. Les uns vont recevoir le médicament, en l'occurrence là des capsules d'oméga 3, et les autres vont recevoir un placebo.
on doit travailler en double aveugle. C'est exigé par les autorités sanitaires, c'est-à-dire que ni l'investigateur, ni les personnes qui reçoivent le traitement ou le placebo savent s'ils reçoivent le traitement ou le placebo. Voilà, ça c'est le double aveugle. C'est absolument fondamental. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qu'est un essai clinique randomisé en double aveugle. Hein. Randomisé, ça veut dire qu'il y a eu tirage au sort. Donc, en discutant les différents essais, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Il faut un essai clinique pour avoir une AMM et donc un remboursement. Alors, au début de l'histoire, je vous l'ai raconté dans l'épisode 1, on a eu des essais cliniques montrant que des capsules d'huile de poisson avaient des bénéfices en termes cardiovasculaires et notamment sur la mortalité cardiovasculaire. Hein, c'était la saison 1, on va appeler ça comme ça, c'était l'essai GC, qui a été vraiment une étude très très importante. Alors, la saison 2, que je vais maintenant vous raconter, eh ben, c'est totalement différent. Et les investigateurs, sur la base de l'essai GC initial, ils vont essayer de démontrer que les oméga-3 ont un effet bénéfique, un effet protecteur contre la mort subite. La mort subite, à l'époque, c'était à peu près un décès cardiovasculaire sur 2. Et donc, c'était très, très important. La mort subite, c'est simplement le cœur qui s'arrête. Et pour traiter une mort subite très très vite, vous savez, c'est le fameux défibrillateur. Les gens arrivent et puis font un choc électrique pour essayer de faire redémarrer le cœur. Donc, les investigateurs de la saison 2, ils pensaient que les oméga-3 allaient diminuer le risque de mort subite, en fait, de fibrillation ventriculaire. C'est comme ça qu'on appelle le trouble cardiaque qui provoque le syndrome de mort subite. D'autres investigateurs ont travaillé sur l'infarctus. Et ils ont proposé que les oméga-3 permettent d'empêcher les infarctus. Eh bien, je vais vous le raconter maintenant rapidement, évidemment, on ne va pas y passer 2 heures, mais ces essais cliniques, globalement bien conduits, je vais vous le montrer, ont tous été des échecs, à la surprise générale, parce que l'élan initial était tellement fort que tout le monde était presque sûr qu'avec les capsules modernes, on allait avoir des miracles. Et ce fut un échec. Mais un échec total. Et les oméga-3 ont été oubliés. Hein, pendant un certain temps, je vais vous le raconter maintenant, c'était fini, les médecins n'en parlaient plus. Et puis, il y a une saison 3, que je vais vous raconter aussi maintenant, rapidement, évidemment, c'est le retour des oméga-3, c'est-à-dire avec de nouveaux investigateurs, de nouveaux industriels qui vont proposer des nouvelles capsules pour essayer de démontrer que ce sont des médicaments efficaces. Alors, on va commencer par les essais décrits dans la saison 1, c'était l'étude GC, on avait cette idée qu'on empêchait ce qu'on appelle les arythmies malignes, et donc c'est ça que les nouveaux investigateurs de la saison 2 vont essayer de montrer. Alors, je vous l'ai déjà dit, on empêche les arythmies malignes, c'est-à-dire le syndrome de mort subite, on empêche l'infarctus du myocarde, puis il y a eu une troisième catégorie d'investigateurs, dans la saison 2, c'était un effet bénéfique sur l'insuffisance cardiaque. Alors, on commence. C'est un des premiers essais qui a été publié. Donc, oui, c'est en anglais, Fish Oil, Ventricular Tachyarrhythmia. Donc, c'est le syndrome de mort subite, death, la mort. Mais ils vont tester les oméga-3 chez des patients qui ont le défibrillateur implanté dans leur thorax. C'est le graphique que j'ai mis là. C'est un peu comme un pacemaker. On met le défibrillateur, l'électrode va jusque dans le ventricule droit, et s'il y a une arythmie maligne, eh bien c'est le défibrillateur implanté qui provoque le choc électrique et qui sauve la vie du patient. Donc voilà, c'est la première étude. C'est une étude qu'ils appellent SOFA. Elle est publiée dans un très grand journal américain, 2006, et on a l'impression, mais à l'époque c'est très bizarre, parce que on n'est pas sûr de tout. J'ai cherché désespérément, mais est-ce que ce sont des oméga-3 naturels qui ont été donnés dans cette étude, ou est-ce que ce sont des oméga-3 de synthèse?
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez, mais double blind, ça veut dire qu'on est en double aveugle. Ce sont des patients avec ICD, implantable cardiovasculaire défibrillateur, et puis ils reçoivent 2 grammes par jour d'huile de poisson. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop si ce sont des oméga 3 de synthèse ou si ce sont des oméga 3 naturels. Et là, patatras, vous voyez, c'est le premier résultat. Alors, c'est la courbe de survie. Hein, la courbe du haut, c'est celle de l'huile de poisson, fish oil, et puis le placebo est dessous. Et donc, apparemment, vous voyez, il n'y a pas d'effet significatif. NS, c'est non-significant. Alors, la tendance est plutôt favorable, mais franchement, les gens sont très, très déçus. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de patients dans chaque groupe, hein, 273 dans chaque groupe, c'est pas beaucoup. Mais là, il y a quand même une grande déception. Alors, on essaye d'expliquer ça. L'échantillon était trop petit, les doses d'oméga 3 étaient trop faibles, on n'a pas suivi les patients assez longtemps, blablabla. Vous voyez, mais c'est un échec. On ne peut pas, sur cette base-là, obtenir une AMM. Alors, une deuxième étude, alors, c'est encore chez des patients, vous voyez, qui ont un défibrillateur implanté. C'est publié en 2005 dans un grand journal américain, c'est randomisé, c'est double aveugle, il y a un placebo. Alors, c'est une relativement petite étude, puisque là, il y a 200 patients. Alors, pourquoi des petits échantillons? Parce que chez ces patients qui ont des défibrillateurs implantés dans la poitrine, le risque de mort subite est énorme. Donc, si on pense avoir un effet protecteur, on pense qu'on peut l'avoir assez facilement avec un petit échantillon. Alors, dans ce groupe-là, dans cette étude-là, vous voyez, ils vont les suivre à peu près 2 ans, hein, c'est beaucoup, et puis ils donnent 1,8 gramme par jour d'huile de poisson, mais là, on le sait, ce sont des oméga 3 de synthèse synthétique, des éthylesters, ce n'est pas des triglycérides. Et le résultat, là, eh bien, ils sont encore plus décevants, hein, parce que vous voyez que là, sur l'ensemble de la cohorte, eh bien le groupe fish oil, eh bien, il est en dessous du groupe placebo. Alors, ce n'est pas significatif, mais quand même, il y a un décalage entre les deux groupes et ce n'est pas bon du tout pour les capsules d'oméga 3. Et si on prend les patients qui avaient des tachycardies, pas forcément nécessitant donc un choc électrique, mais qui avaient des tachycardies pendant l'étude, pendant les 2 ans d'étude. Alors là, la différence est significative, vous voyez, dans les deux groupes, c'est catastrophique, hein, et là, ça devient significatif. Le placebo est meilleur que l'huile de poisson. Bon, alors, c'est un peu, alors je rentre pas dans les détails, mais c'est un peu la panique, parce que si ça va plus mal avec les huiles de poisson qu'avec le placebo, bah, ça veut dire que les huiles de poisson, dans ce cas-là, ont favorisé les arythmies ventriculaires. Bon, c'est pas très bon pour le business, hein. Alors, la troisième étude, vous voyez, je vais vite, hein, je m'excuse, c'est encore une étude publiée en 2005 dans un très grand journal américain. C'est encore des patients qui ont un défibrillateur implanté dans la poitrine. Et là, il y a 402 patients. On donne à nouveau des oméga 3 sous forme d'éthylester concentré, on en donne 2,6 grammes. Vous voyez, c'est quand même des doses importantes, hein. Et là, l'effet est apparemment favorable. Vous voyez, le fish oil, la courbe du fish oil est au-dessus du groupe placebo, mais malheureusement, vous voyez, sur le plan statistique, c'est pas significatif. Alors là, les investigateurs vont conclure que, vous voyez, bien que la différence entre les deux groupes n'a pas atteint un niveau statistique satisfaisant, cette étude donne évidence que c'est chez des patients à risque, blablabla. Bla, bla, bla. Mais vous voyez, pour les scientifiques, l'étude est malgré tout négative. Voilà, alors ça fait 3 essais avec des oméga 3 et le risque d'arythmie ventriculaire maligne dans une population très particulière de gens qui sont à risque très élevé d'avoir un syndrome de mort subite, les arythmies malignes. Et le consensus général, c'est que les oméga 3 sont inefficaces. Mais alors, on se rattrape un peu aux branches, hein, les protocoles ne permettent pas d'exclure un effet minime, malgré tout.
Mais, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas les experts de l'époque, quand on regarde bien les études, les oméga 3 sous forme d'éthylester, c'est-à-dire des oméga 3 de synthèse qu'on a bricolés, ils sont peu recommandables. Alors, comment expliquer les discordances avec les études antérieures qui nous montraient des effets tellement bénéfiques des oméga 3? Eh bien, la première explication qui est fournie par les experts, c'est de dire, bon, bah, finalement, on avait un effet sur la mortalité, par exemple dans l'étude de GC, mais ce n'était pas finalement par un effet anti-arythmique, c'était probablement un autre mécanisme. Bon. Et puis, l'autre explication qui est, à mon avis, très valable, hein, c'est que il s'est passé du temps hein, entre la fin des années 90 et le moment où ces études sont conduites. Hein, et les gens ont compris, dans les populations, les médecins ont compris à l'époque hein, que c'était mieux d'avoir une forte consommation de poissons gras, éventuellement sous forme de capsules. Et par conséquent, les patients étaient beaucoup moins déficitaires en oméga 3 qu'autrefois. Autrement dit, ils avaient probablement, et c'est ce que l'on voit dans les dosages, hein, dans le sang des patients qui sont inclus dans ces études, ben on voit tout simplement que, alors que dans les années 90, les patients cardiaques étaient plutôt déficitaires, ils manquaient d'oméga 3, ceux des années 2000, ils ne sont pas déficitaires. Ils ont des taux, on va dire, normaux, et peut-être hein, que l'explication principale, c'est qu'il est important de corriger les déficits, mais considérer les oméga 3 sous forme de capsules comme des médicaments, ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, en donner toujours plus, vous voyez, à un rythme de 2 à 3 grammes par jour, eh ben, ça sert à rien, sauf chez ceux qui sont potentiellement déficitaires, mais chez les autres, non. D'où la négativité des résultats. Sur le risque de mort subite. Mais d'autres ont testé le risque d'infarctus. Est-ce que les oméga 3 peuvent empêcher le risque d'infarctus? Si vous voyez, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent empêcher l'occlusion d'une artère coronaire? C'est différent du mécanisme électrique, si je puis dire, du syndrome de mort subite. C'est deux choses totalement différentes et d'autres investigateurs, donc, avec d'autres industriels derrière, ont essayé de montrer que en donnant des oméga 3 sous forme de capsules, on pouvait empêcher soit l'infarctus, soit la récidive d'infarctus. Alors, vous voyez, ça, c'est la première étude dont je vous parle. Hein, c'est une étude qui s'appelle SUFOLOM. Vous voyez, c'est du double aveugle. Alors là, vous avez 2500 patients. Vous voyez, c'est une étude plus considérable parce que le risque d'infarctus est beaucoup plus faible dans ces populations-là, même s'ils ont déjà fait un infarctus, que le risque de mort subite chez des patients à qui on a implanté un défibrillateur et qui sont évidemment à risque très élevé d'avoir une arythmie ventriculaire maligne. Bon, j'espère que tout le monde me suit. Hein. Alors, non seulement l'échantillon est beaucoup plus important, mais aussi on va suivre les gens beaucoup plus longtemps pour essayer de montrer la différence entre les deux groupes. Il faut du temps. Bon. Alors, dans cette étude, ce sont des éthylesters à nouveau, mais ce sont des doses plutôt faibles. Hein, vous voyez, c'est... alors, où est-ce que c'est marqué? Je ne me souviens plus. 600 mg, vous voyez, de PA et de DHA. Donc, c'est des petites doses, mais à cette époque-là, vous voyez, on est en 2010, hein, à cette époque-là, on pense que c'est ce qu'il faut. Et malheureusement, vous voyez, la différence entre les deux groupes sur la courbe de survie, eh ben, il n'y a aucune différence entre les deux groupes. C'est un échec. C'est un échec mais total. Hein, les oméga 3 donnés comme ça n'ont pas d'effet protecteur. Alors, la deuxième étude, c'est l'étude oméga. Alors, vous voyez, c'est encore des éthylesters. Ils donnent 1 gramme par jour pendant une année. C'est du double aveugle. Ce sont des survivants d'un infarctus du myocarde, et à nouveau, vous voyez, c'est pas d'effet protecteur. Et non seulement il n'y a pas d'effet protecteur avec 1 gramme par jour, mais on a même l'impression que ceux qui reçoivent les oméga 3, eh ben, ils sont, vous voyez, la courbe rouge, eh ben, ils sont plutôt en dessous. Alors, c'est pas significatif, mais c'est vraiment pas protecteur et la tendance n'est vraiment pas favorable. Bon, ça c'est la deuxième étude, et puis il y aura une troisième étude. Alors, cette étude-là, c'est une étude, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais on l'appelle Alpha Omega Trial Group. Vous voyez, c'est publié dans un grand journal américain en 2010. C'est du double aveugle à nouveau. Vous voyez qu'il y a près de 5000 patients. Hein, c'est énorme, c'est des études fantastiques. Alors là, ils apportent les oméga 3 non pas sous forme
exactement, de capsules, mais sous forme de margarine. Bon, alors là, vous voyez, la dose d'oméga 3 marin est faible, hein, c'est 226 mg par jour hein, de PA, 150 mg par jour de DHA, et puis il y a un groupe qui reçoit de l'acide alpha-linolénique qui est un oméga 3 végétal. Bon, eh ben, alors on peut dire que c'est une étude bizarre parce qu'il n'y a pas des doses assez importantes, etc. Bon, peu importe, le résultat, c'est que c'est un échec. C'est un échec surtout avec le PA et le DHA. Les margarines riches en acide alpha-linoléique, bon, qui elles sont données à dose correcte. Hein. Là, il y a presque 2 grammes hein, d'acide alpha-linoléique. C'est correct comme dose, mais les résultats sont négatifs hein, pour le PA-DHA, puisqu'on parle là des apports. Alors, c'est une étude qui n'est pas exactement avec des capsules d'huile de poisson, mais ça a été dans les grandes analyses, dans les réunions de consensus, etc. On a dit, bon, ben, c'est assimilable à des capsules. Donc, alors, c'est un échec, puis c'est le troisième. Hein, alors, ça commence à faire beaucoup, si je peux dire. Et on cherche des explications, et la première explication qui est donnée, ben, c'est qu'on est dans 2010, et que les populations de 2010 ne sont pas du tout les populations des années 90. Et notamment, on a fait de très grands progrès dans le traitement des maladies cardiovasculaires et dans la prévention de l'infarctus, et notamment, par exemple, le stenting. Le stenting, c'est de mettre, vous savez, un petit ressort dans la coronaire pour empêcher qu'elle se ferme sous l'effet soit d'un caillot, soit sous l'effet d'une plaque d'athérosclérose. Et puis, c'est l'époque où on donne massivement des traitements antiplaquettaires, souvent 2 antiplaquettaires. Et donc, le risque de faire un infarctus dans les populations de 2010 a considérablement diminué par rapport aux populations de 1990. C'est comme ça qu'on explique grosso modo, hein, les échecs répétés de ces études, testant les oméga 3 marins chez les patients cardiaques hein, qui avaient tous fait déjà un infarctus. Et puis il y a une quatrième étude, pardon, qui a été publiée. Vous voyez, c'est le Lancet, une grande revue médicale en 2008. Ce sont des éthylesters. Et là, on va essayer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va essayer de montrer qu'on peut avoir un effet significatif dans l'insuffisance cardiaque. En fait, grosso modo, empêcher les hospitalisations et empêcher les décès chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque. Alors, vous voyez, c'est un peu plus que dans les autres études. Hein, on est autour de 900 mg de PA et de DHA. Ce sont des éthylesters. Alors là, les investigateurs, je suis désolé de le dire, vous voyez, mais là, si on regarde le log rank test, ben c'est négatif. Eux, ils vont essayer de montrer par des ajustements, des bricolages statistiques qu'il y a un petit effet bénéfique. Mais en fait, personne n'y croit. Et les conclusions en 2010 de la communauté médicale et scientifique, eh ben, c'est que les oméga 3 sont peu ou pas efficaces en cardiologie. C'est complètement contradictoire par rapport aux conclusions, on va dire, des 10 à 12 ans auparavant. Alors, certains même estiment que les doses d'oméga 3, de PADHA, donc approchant 1 gramme par jour, sont possiblement délétères. Et ça commence à... D'autres ne sont pas d'accord, il y a des disputes. Bon, à l'époque, personne, sauf moi, en toute modestie, suspecte que le problème, c'est les éthylesters. C'est-à-dire que passer de poissons gras à des huiles de poisson naturelles, puis à des oméga 3 de synthèse, c'est pas une bonne idée. Hein. Alors, ça a été sur le plan... alors, on va rester en France maintenant, hein, mais à l'époque, il y avait des capsules d'oméga 3 à la suite de la saison 1, hein, GC, etc., et c'était Omacor, qui étaient remboursés hein, par la sécurité sociale dans le post-infarctus. Et puis, vous voyez, je vous le mets là, hein, c'est la Haute Autorité de Santé, en 2014, avis défavorable au maintien du remboursement en prévention secondaire de l'Omacor. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour les industriels des oméga 3, c'est terrible. Hein. Alors, le grand industriel des oméga 3 en France, c'est Pierre Fabre, qui en avait fait un médicament.
Pierre Fabre était aussi un grand ami du président Chirac et l'obtention de l'AMM a beaucoup dépendu. Voilà. Alors, une fois que Pierre Fabre n'est plus là et le président Chirac non plus, ben, les autorités sanitaires rejettent l'Omacor. Allez, voilà. Et plus de remboursement, ça n'est plus un médicament, les médecins ne prescrivent plus. Et je le dis, hein, la majorité des médecins oublient l'utilité des oméga-3 dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et là, les oméga-3, alors il y a toujours des petits industriels qui en produisent, mais ça, on tombe dans un autre domaine, hein, c'est les médecines, on va dire, alternatives ou complémentaires, et ça devient le domaine des nutrithérapeutes, des naturopathes, etc. C'est fini le délire des oméga-3 comme médicaments prescrits par les médecins sous la pression, on va dire ça comme ça, de l'industrie pharmaceutique. Et puis, la roue tourne, si je puis dire. Et voilà pas que, essentiellement parce qu'il y a une nouvelle crise d'innovation dans l'industrie pharmaceutique, eh bien, de nouveaux acteurs, de nouveaux industriels apparaissent et ils vont essayer de ramener, c'est le retour des oméga-3 dans la prévention cardiovasculaire et à nouveau comme des médicaments. Donc là, il faut vraiment que toute personne qui veut utiliser les oméga-3 sous forme de capsules comprenne bien hein, ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé, ce qui est en train de se passer avec ce phénomène du retour des oméga-3. C'est plus les mêmes industriels. Vous voyez, donc, alors ça, je le raconte dans le livre Échapper à l'infarctus et l'AVC qui est sorti en avril dans les librairies, parce que si on ne comprend pas ça, on risque de faire des bêtises. Dans la façon d'utiliser les oméga-3, on risque d'avoir des conflits avec des médecins, on risque d'avoir des conflits avec des patients qui sont conseillés par leur médecin de faire ceci, de faire cela, etc. Et en fait, sur le plan scientifique, il faut comprendre. Alors, donc là, je vais prendre 10 bonnes minutes, hein, mais je pense que c'est très important de comprendre ça dans le cadre de cette conférence sur le retour des oméga-3. Voilà. Alors, les protagonistes de ce retour inattendu, parce que bon, pendant un certain nombre d'années, près de 10 ans, on les avait oubliés, hein, outre des industriels à la recherche de nouveaux marchés, ça c'est normal, c'est la société capitaliste dans sa splendeur, hein, sont en fait les mêmes investigateurs, les mêmes universitaires qui, dans le même temps, militent pour la théorie du cholestérol et pour le cholestérol toujours le plus bas possible. Donc, c'est les mêmes. Hein. Sauf que, pourquoi ? Parce que c'est les industriels qui proposent des médicaments anti-cholestérol qui aussi reviennent avec des capsules d'oméga-3 parce qu'ils veulent des nouveaux produits. Et l'idée initiale, hein, autour de 2010, hein, quand ils ont vu les échecs des études, c'est de mettre ensemble les oméga-3 et les molécules d'anticholestérol. Donc, on en refait des médicaments. Alors, ils utilisent, alors, comme vous savez, il y a une polémique épouvantable qui est mise sous le tapis, un peu comme avec les vaccins, il ne faut surtout pas en parler, mais il y a une polémique, j'y participe activement, hein, sur l'utilité des médicaments anticholestérol. Bon, alors, comme vous le savez, dans le marché du médicament, si on n'innove pas, on meurt. Donc, c'est bien d'avoir des médicaments comme les statines, mais si on veut prolonger le marché, si on veut se donner de l'importance, il faut des nouveaux médicaments. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est vrai pour les médicaments anticholestérol, comme c'est vrai pour les oméga-3. Comme on ne peut pas dire que les patients sous statine ne sont pas bien traités, hein, voilà, je résume, hein, on a toujours des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux chez les patients qui sont sous statine, y compris à forte dose. Mais il ne faut pas le dire, évidemment, on ne peut pas dire, bon, on arrête, puis ça ne marche pas. Et donc, on introduit un nouveau concept qui est celui de risque résiduel. Voilà, malgré un traitement optimal, malgré un cholestérol très très bas, eh ben, les gens font encore des infarctus et des AVC. Alors, si vous pensez comme moi que ces médicaments ne servent à rien et que le cholestérol est innocent, ça ne vous étonne pas. Mais si pendant des dizaines d'années, vous avez dit qu'il fallait que le cholestérol soit presque à zéro, eh ben, vous êtes coincé. Et donc, une façon de s'en sortir, c'est la notion de risque résiduel. Mais ils ne peuvent pas utiliser l'argument que le cholestérol n'est pas encore abaissé,
Pourquoi? Eh bien parce que la place est déjà prise par d'autres médicaments. Alors j'en cite deux comme ça, c'est les étimibes et les anti-PCSK9. Donc vous ne pouvez pas dire à nouveau que les oméga 3 vont diminuer le risque résiduel en diminuant encore plus le cholestérol. D'autant plus que les patients sous statine, à forte dose, et victimes d'un infarctus ou d'un AVC, malgré les fortes doses de statine et malgré un cholestérol très bas, ont un cholestérol très bas. Il faut donc une autre motivation pour relancer, c'est le retour des oméga 3. Eh bien, outre le concept de risque résiduel, le choix s'est porté par les industriels et leurs amis universitaires sur les triglycérides. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que depuis à peu près 30 ans, il y avait plus ou moins un consensus chez les médecins, c'est que les triglycérides n'étaient pas un facteur de risque. Donc, il a fallu, pour ces industriels et leurs copains, remonter aussi les triglycérides comme cause possible de complications cardiovasculaires ou comme paramètre prédictif de complications cardiovasculaires. Ça, je raconte ça dans le bouquin, mais ça, c'est complètement farfelu. D'autant plus farfelu, et là, je vous demande de réfléchir une seconde avec moi, c'est que quand vous mesurez les triglycérides, alors les triglycérides, j'ai mis la molécule ici, hein, c'est un glycérol, c'est une molécule à 3 carbones, sur lequel vous greffez 3 acides gras. Alors, si ces acides gras sont des oméga 3, c'est bien, si c'est des oméga 6, c'est moins bien, peu importe, si c'est des acides gras saturés, c'est encore moins bien. OK? Bon. Sauf que quand vous mesurez le paramètre triglycéride au laboratoire, en fait, vous ne mesurez pas les acides gras. La première chose que vous faites, c'est intervenir une lipase, c'est des robots qui font le travail, vous décrochez les oméga 3, parce que les acides gras, quelle que soit leur série, parce qu'ils sont très difficiles à mesurer, et on mesure uniquement le glycérol. Or, le glycérol, c'est une molécule absolument sans intérêt dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on essaye de faire passer le paramètre triglycéride comme un facteur de risque, alors qu'en fait, ce que l'on mesure dans le sang des patients, c'est juste le glycérol. Et le glycérol, ça n'a aucun intérêt dans les maladies cardiovasculaires. Bon, donc, peu importe, hein, j'ai entendu des experts universitaires, ici et ailleurs, ne pas savoir comment on mesurait les triglycérides, c'est-à-dire ne pas savoir que ce qu'on mesurait, ce n'était pas les acides gras, ni les triglycérides, mais c'était simplement le glycérol. Bon, alors eux, leur raisonnement il est basique, hein, il faut abaisser les triglycérides, et en fait, on n'a pas de médicament vraiment sérieux pour diminuer les triglycérides. Hein. Au contraire, avec les statines, ça les augmente un peu. Alors, on avait à une époque les fibrates, mais plus personne n'en veut parce qu'il y a trop d'effets adverses. Voilà. Alors, pour vous donner une idée hein, de l'ambiance à l'heure actuelle, vous voyez, c'est la Société européenne de cardiologie en 2021. Et c'est vraiment une promotion, on dirait, qui vendent de la lessive, hein, promouvoir spécifiquement l'oméga 3 EPA. Tackling Residual Risk Beyond LDL, c'est le cholestérol thérapie. The Emerging Role of EPA and Triglycerides. C'est vraiment, pour un scientifique, c'est épouvantable. Et alors, ils ne vont pas, eux, promouvoir une huile de poisson ou une huile d'oméga 3. Non, ils vont promouvoir spécifiquement l'oméga 3 EPA. Pourquoi ? Bien, alors vous voyez, là je vous ai mis une photo d'un professeur parisien. J'en dirai pas plus, vous voyez. C'est vraiment bon, c'est terrible hein, pour un scientifique entendre ces gens-là parler des oméga 3 ou des triglycérides, ça fait un peu peur. Alors pourquoi l'EPA et pas le DHA ou EPA-DHA? Eh bien, simplement parce que quelques études ont montré que le DHA, quand on le donne seul, ou quand on le donne EPA plus DHA, eh bien, ça augmente le cholestérol. Alors, comme tout le raisonnement de la prévention des maladies cardiovasculaires repose sur une diminution du cholestérol, mais il y a un risque résiduel, donc on ajoute quelque chose, soit un autre médicament, soit les oméga 3, en l'occurrence, chez ceux qui ont des triglycérides élevés. Il ne s'agit pas, dans le même temps, d'augmenter le cholestérol. Donc, la solution, c'était d'utiliser des oméga 3 de synthèse, où on avait éliminé le DHA pour ne garder que l'EPA.
Voilà, alors évidemment, là, il y a plusieurs industriels, il y en a 4 ou 5 aux États-Unis qui proposent des capsules d'EPA. Alors, il y a des études, évidemment, parce que là, il est impératif d'obtenir à nouveau une autorisation de mise sur le marché, une AMM, et puis le remboursement par les assurances. Voilà. Alors, ils vont proposer de nouveaux produits et ils vont conduire des études. Alors, vous voyez, c'est des études typiquement commerciales. Je ne vais pas trop en dire, parce que ce n'est pas très intéressant en fait, mais l'ensemble est très, très médiocre. Alors, par contre, pour vous, si vous avez l'intention d'utiliser des capsules d'huile de poisson naturelle, comme propose Norsan, alors il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a comme concurrent en face. Il faut connaître les autres produits parce que, et à la pharmacie et chez le docteur, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir du marketing qui vont présenter ces nouveaux oméga 3 comme des médicaments. Et je vous le dis tout de suite, les autorités européennes et américaines, pas encore en France, mais ont autorisé la commercialisation de ces nouvelles capsules qui vont, je pense, puisqu'il y a un remboursement, puisqu'il y a prescription médicale, qui vont littéralement dévorer le marché du poisson, des oméga 3. Et là, moi, je suis pas d'accord, parce que vous allez le voir, c'est pas des bons produits. Bon, alors on va aller très très vite. Vous voyez, c'est tout d'abord l'industriel Amarin, c'est un Américain qui publie en 2019 une étude qui s'appelle Reduce It. Alors, tout paraît, oui, cardiovascular risk reduction with icosapentadyl éthyl pour l'hypertriglycéridémie. Alors, je ne rentre pas dans les détails tellement cette étude est mal faite, mais les apparences sont respectées. Il y a tirage au sort, double blind, les triglycérides sont soi-disant augmentés, mais enfin à 135, ça n'a rien augmenté. Et puis, ce sont des éthylesters, et vous voyez, ils y donnent 4 grammes. C'est pas 4 grammes d'EPA seul. Alors, vous voyez, l'étude, ils n'étaient pas très sûrs d'eux, probablement, parce que 8179 patients, c'est vraiment beaucoup. Et il va se passer. Alors, donc, évidemment, ils vont présenter ça comme littéralement un effet miraculeux, avec 25% de réduction du risque global. Mais peu importe, parce que l'industriel est derrière, il contrôle tout. Ce sont ses propres employés qui distribuent les capsules. Ce sont ses propres employés qui interviewent les patients pour savoir si tout va bien, etc. C'est un peu comme avec les vaccins anti-Covid. C'est de la très très mauvaise science. C'est un simulacre, bon, mais peu importe, là, voilà. Et puis, alors, oui, là, j'ai mis une flèche rouge pour cet auteur-là, parce que comme il va y avoir des disputes, évidemment, il faudra voir qui va essayer de faire synthèse et obtenir un consensus. Alors, je vais vite, mais regardez ici, quelque chose de très, très important, et qui va apparaître là, dans ces années dernières, c'est que il y a peut-être moins d'infarctus chez les patients qui reçoivent 4 grammes d'EPA, mais par contre, on note plus de fibrillation auriculaire chez les patients qui reçoivent. Alors la différence est petite, puisque c'est 3,1 contre 2,1. Oui, mais la fibrillation auriculaire, il l'avoue là dans une étude, c'est très important. La fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme qui favorise les accidents vasculaires cérébraux. Alors là, l'étude n'est pas assez longue pour qu'on voit vraiment les accidents vasculaires cérébraux, mais voilà, plus de fibrillation auriculaire, c'est une alerte qui est importante à noter. Alors, je ne rentre pas dans les détails de cette étude, mais vous voyez que, par exemple, ils prétendent avoir un succès formidable. Vous voyez, sur cette analyse, sur la gauche, c'est tout ce qui est favorable à l'EPA en capsule, et puis sur la droite, ce qui est favorable au placebo, donc il n'y a rien. Mais par contre, si vous regardez bien, la ligne horizontale ici, la ligne 1, dès que l'intervalle de confiance vient toucher la ligne 1, alors ça n'est plus significatif. Et vous voyez qu'ils nous disent miracle dans le cadre des maladies cardiovasculaires, mais pour la mortalité, ce n'est pas significatif. Et quand dans une étude, il n'y a pas d'effet cardiovasculaire, il n'y a pas d'effet sur la mortalité,
Parce que c'est le paramètre le plus solide. Hein. Si vraiment, comme c'est une maladie mortelle, si vraiment vous avez un effet sur la mortalité, vous êtes crédible. C'est très difficile d'aller masquer, bidouiller, etc. le paramètre mortalité, parce qu'il y a des certificats de décès et n'importe qui peut aller vérifier. Donc, voilà, la mortalité, c'est le paramètre basique. Et donc là, il y a des miracles, sauf sur la mortalité, ce qui c'est très suspect, quoi. Bon. Alors, la conclusion provisoire, hein, à la suite de cet essai, c'est que je laisse de côté les faiblesses du protocole, hein, pas d'effet sur la mortalité, pratiquement pas d'effet sur les triglycérides. Alors, comment expliquer le miracle? Bon, et puis, plus de fibrillation auriculaire dans le groupe traité. Donc, les scientifiques, dans ces circonstances-là, ils ne rejettent pas. C'est mal élevé, on ne fait pas ça. Moi, je vous le dis là parce qu'on est entre amis, donc je m'exprime en toute liberté. Mais quand on est entre scientifiques, on ne dit jamais « je n'y crois pas, c'est pas possible », etc. On dit « oh ben, c'est très intéressant, mais ça nécessite confirmation par une autre étude et par d'autres investigateurs ». Voilà, c'est la manière de faire les choses. Et ben voilà, une deuxième étude, hein, c'est The Strengths Randomized Clinical Trial, voilà, c'est magnifique, publié en 2020, c'est double aveugle, etc. Et c'est des patients qui sont traités à forte dose de statine, vous voyez, 13 000 patients. Alors, je rentre pas dans les détails, hein, mais ils utilisent eux aussi des acides gras oméga 3 de synthèse, ils disent que ce sont des carboxyles, peu importe. C'est une magnifique étude, c'est AstraZeneca donc c'est un grand industriel. Et ben, c'est tellement négatif qu'ils vont arrêter l'étude avant la fin programmée. C'est-à-dire que c'est un complet renversement de tendance par rapport à l'étude précédente que je vous montrais. Alors ça, c'est terrible, hein, pour l'industrie des oméga 3 sous forme de médicaments, parce que oui, de telles contradictions. Alors, ce n'était pas de l'EPA, là, hein, c'était des oméga 3 à bonne dose. Mais il y a un problème avec cette étude-là, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté prématurément, c'est qu'on a tendance à nouveau à avoir plus de fibrillation auriculaire. Et ça veut dire que dès qu'on augmente les doses, sous forme, en tout cas, d'oméga 3 de synthèse, on ouvre la porte à des gros ennuis. Alors, moi, les résultats de l'étude précédente, là, à Marine, je n'y crois pas trop. Par contre, là, AstraZeneca, il n'a aucune raison de saboter sa propre étude. C'est de la folie. C'est un investissement considérable pour eux. Et donc, ils arrêtent en cours de route et qu'ils avouent des fibrillations auriculaires. Alors là, ça montre que leur approche, elle est pas du tout comment dire, intéressante. Hein. Voilà. Alors, et puis en 2021, vous voyez, c'est une autre étude avec des oméga 3 à nouveau, mais c'est une plus petite étude. Vous voyez, il y a 500 patients, un peu plus de 500 patients par groupe. Et puis, il n'y a absolument aucun effet sur la mortalité. Donc là, c'est une petite étude, mais il y a plus de fibrillation auriculaire à nouveau. Alors, vous voyez, alors que c'est une étude modeste, les oméga 3 sont donnés, bon, c'est pas des fortes doses, hein, c'est 1,8 g, enfin, c'est quand même 2 grammes. Ce sont des triglycérides. Et on a plus de fibrillation auriculaire. Donc, mais ce sont des patients âgés. Ce sont des patients qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, donc qui ont un cœur un petit peu altéré. Mais vous voyez que globalement, tout ça, c'est pas brillant. Et malheureusement, il y a un quatrième essai qui va arriver. C'est les oméga 3 dans le diabète. Comme vous le savez, le diabète, c'est un facteur de risque majeur, contrairement au cholestérol, hein, de maladies cardiovasculaires. Et là, vous voyez, c'est une énorme étude, hein, 15 000 patients, hein, suivis pendant 7 ans, c'est double aveugle, c'est randomisé. Alors, c'est 1 gramme, mais ce sont des éthylesters. Alors, je rentre pas dans les détails, mais vous voyez, pour les investigateurs, c'est no significant difference in the risk of serious vascular event. Autrement dit, là encore, vous voyez, même en descendant les doses, mais c'est des éthylesters, eh ben c'est négatif. Voilà. Alors,
bon, je ne vais pas discuter longuement comment on fait dans ce cas-là. Vous avez, il y a 4 études, 3 sont négatives, une est positive. Bon, eh ben on bricole dans ce cas-là, et ça donne des choses presque ridicules. Et oui, je vous ai parlé du principal investigateur de l'étude Reducit, Deepak Bhatt. Eh ben, il est là et il fait une méta-analyse, et il va bricoler les différentes études pour arriver à une seule conclusion, c'est que le DHA, c'est pas bon, c'est lui qui fait des problèmes et qu'il faut garder que le PA. Ce qui est en contradiction totale avec toute l'épidémiologie, avec les études antérieures, mais la façon dont l'étude, cette méta-analyse est menée est tellement naïve que c'est presque rigolo. Mais bon, il est payé par Amarine pour faire la promotion des capsules d'EPA sous forme d'éthylester, et donc il fait son travail. Bon, alors là, donc, hein, on est quand même face à plusieurs problèmes. C'est globalement la négativité des études dans des populations à haut risque. Et puis l'idée, hein, que les oméga-3 à forte dose, surtout si c'est sous forme d'ester, ça augmente le risque de fibrillation auriculaire. Alors oui, si vous voulez empêcher un infarctus, mais que d'autre côté, vous pouvez provoquer un accident vasculaire cérébral, voilà. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, voilà, c'est une étude publiée en 2021 dans un grand journal américain, le journal officiel de la Société américaine de cardiologie, où ils le disent en toutes lettres, hein, les oméga-3 marins sous forme de suppléments augmentent le risque de fibrillation auriculaire. Alors, ils font une analyse intéressante, hein, ils font la différence entre plus d'1 gramme et moins d'1 gramme. Et quand ils font la différence, eh bien, vous avez, pour le risque de fibrillation auriculaire, plus d'1 gramme, vous avez 50% d'augmentation du risque, mais c'est généralement des éthylesters. Et avec moins d'1 gramme, vous avez seulement 12% d'augmentation. Mais vous avez quand même une augmentation du risque. Vous voyez, il faut bien comprendre ça, parce que je ne suis évidemment pas le seul à lire ce genre d'études. Tous les médecins, les scientifiques les lisent, enfin tous, non, certains. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les autorités sanitaires vont émettre des recommandations, là, les fonctionnaires des ministères, les fonctionnaires de l'Agence européenne du médicament, eux, ils vont le lire, et quelles que soient les subventions obtenues de l'industriel, ils vont être très modérés. Voilà. Alors, évidemment, là, je termine là-dessus, hein, parce que c'est vraiment très important. C'est très important pour vous. Pour vous, parce que je pense qu'il y a peu de médecins prescripteurs d'oméga-3 qui m'écoutent maintenant, mais plutôt des naturopathes ou des nutritionnistes. Voilà, hein, ça c'est publié donc. Alors on le voit pas, mais c'est publié il n'y a pas longtemps. Et voilà ce qui se dit, hein, oméga-3 acide formulation, hein, dans les maladies cardiovasculaires, les suppléments, hein, c'est-à-dire les huiles de poisson sous forme de capsules, ne peuvent pas se substituer aux produits qui sont prescrits par les médecins. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une publicité massive, on va dire du marketing, pour favoriser les oméga-3 sous forme d'EPA, par exemple de l'industrie de la marine, tout en disqualifiant les autres formes d'huile de poisson prescrites, donc les formes naturelles, hein, ce qu'ils appellent les dietary supplements, qui ne nécessitent pas la prescription d'un médecin, qui n'ont pas d'AMM et qui n'ont pas de remboursement par les assurances maladie. Mais comme il y a un marché à capter, alors là, les couteaux sont sur la table, si je puis dire, il faut vous attendre à des problèmes. Alors, je ne sais pas comment ça va s'arranger sur le marché en fonction des médecins, en fonction des circonstances, mais il faut bien voir là qu'on a tous les ingrédients pour une bataille entre ceux qui vont vouloir favoriser les prescriptions médicales sous forme de capsules ayant obtenu une AMM, prescription médicale, et puis toutes les autres formes de capsules. Alors moi, mon avis personnel, hein, c'est que je ne veux pas des éthylesters. Je n'en donnerai pas aux patients. Hein, et donc, je suis dans l'obligation
Si je fais des recommandations, ben, c'est de prendre des capsules d'huile de poisson naturelle, si les circonstances s'y prêtent. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est la médecine de précision, donc c'est pas tout le monde, tout azimut et n'importe comment, et à n'importe quelle dose. Hein, ça doit être calculé, ça doit être vérifié, il faut que le nutritionniste, la diététicienne, etc. entrent en ligne de compte pour voir quels sont les besoins réels d'un patient en fonction de son mode de vie, de ses conditions d'existence, de son poids, sa taille, son activité physique, etc. Et puis de ses besoins réels par rapport à ses habitudes alimentaires. Mais en tout cas, une règle, voilà, je vais les conclure. Mes 10 recommandations, hein, si je peux dire, c'est que 1, il faut repérer les insuffisances ou les déficiences en oméga 3, mais aussi bien les marins que les végétaux. Ça, c'est vraiment les leçons de la médecine, on va dire, traditionnelle, hein, du XXe siècle. On l'a appris. Et il faut le corriger. Il ne faut pas laisser les gens en déficience. Ça, nous, c'est vraiment, on a une longue expérience de ça. Alors, soit vous évaluez les habitudes alimentaires, vous savez que les patients mangent très peu d'oméga 3 marins ou végétaux, et vous corrigez, soit on peut faire des dosages et vérifier s'ils sont vraiment déficitaires. Bon, nous, souvent, quand on fait une bonne enquête nutritionnelle, ce qu'on appelle il ne faut pas se contenter d'un rappel de 24 heures, hein, il faut regarder sur une semaine ce que les gens consomment, on arrive à faire le diagnostic. Mais quelquefois, on aimerait bien avoir des dosages, et c'est pas si facile d'avoir des dosages des oméga 3 aujourd'hui dans les laboratoires. Bon, alors, je le répète, hein, c'est la problématique cardiovasculaire. Je ne suis pas en train de vous parler de cancer, je ne suis pas en train de vous parler de dépression, d'anxiété, etc. Je vous parle des maladies cardiovasculaires. Voilà. Et il y a une 4e leçon, hein, il ne faut pas surcharger. Il faut corriger les déficiences, mais il ne faut pas surcharger. Hein. Donner 2 grammes à l'année par jour d'éthylester, d'oméga 3, ce n'est pas bon. Voilà. Il faut tenir compte des habitudes alimentaires. Hein, donc on corrige. On supplémente, on complémente, mais il faut faire le travail d'évaluation des habitudes alimentaires de chaque personne. C'est la médecine de précision, c'est la nutrition de précision. Voilà, et il faut bien analyser quand on recommande ou quand on prescrit ça, il faut bien analyser le contenu réel de toute capsule contenant des oméga 3, des huiles de poisson. Parce que quelquefois, certains industriels vous disent c'est des huiles de poisson, mais en fait, ce sont des éthylesters. Omacor, par exemple, sont présentés comme des huiles de poisson. Bon, et donc, je le dis, je le répète, il faut préférer les oméga 3 sous forme naturelle. Donc, il faut se rapprocher des habitudes alimentaires méditerranéennes. Le poisson gras, c'est l'idéal, mais j'ai expliqué les difficultés qu'on avait. Si on décide de donner des capsules, il faut que ce soit des triglycérides, et il faut que ce soit des triglycérides, des huiles sous forme de triglycérides naturelles, propres. Il ne faut pas que faut pas que les oméga 3 soient oxydés, il ne faut pas que les oméga 3 soient abîmés, quel que soit, voilà, ou qu'ils soient pollués par des contaminants quelconques. Il faut éviter, donc, je le répète, les oméga 3 de synthèse, il faut préférer les capsules contenant le mélange EPA-DHA. Hein, ce que l'on a de plus solide au point de vue scientifique, ce n'est pas l'EPA sous forme d'éthylester comme on va vous le vendre maintenant, hein, les médecins, les pharmaciens, les congrès, etc. Non, il faut EPA plus DHA. Mais il faut aussi l'acide alpha-linolénique. Hein. Donc, il ne faut pas se contenter de donner une capsule contenant une bonne huile de poisson, il faut aussi apporter l'acide oméga 3 végétal. Alors, bon, c'est plus facile que de manger du poisson gras. Bon, mais ça, c'est le problème des nutrithérapeutes, des naturopathes. En principe, ils savent conseiller les patients pour apporter des oméga 3 végétaux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop compliqué. Pas de souci. En tout cas, je me permets de répondre pour tout le monde. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et ça souligne alors 2 grands pans qu'on ne cessera de répéter. Donc, c'est effectivement l'importance au niveau des oméga 3 de la régularité du dosage et de la qualité des produits. Et puis aussi, ce qu'on répète toujours, c'est l'importance d'oméga 3 naturels et donc pas concentrés chimiquement, donc là, sous forme de triglycérides, comme on peut le proposer chez Norsen. Donc, je vais faire très, très vite sur la présentation des produits Norsen pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Donc effectivement, donc les produits Norsen, je répète encore une fois, sur des produits qui sont 100% naturels, qui sont hautement dosés en oméga 3, EPA et DHA. Et donc on va vous proposer
4 gammes qui sont déclinées en version liquide et en version capsule. Alors, vous avez les trois gammes à partir d'huile de poisson, donc huile de petit poisson gras pour le total, huile de foie de morue pour la gamme Arctis et un mélange des deux pour la gamme enfant. Donc, ce sont donc des produits qui vont vous apporter 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière et avec un mélange équilibré en EPA et DHA. Et puis, donc, encore une fois aussi sur les produits, on en parlait la dernière fois sur les huiles de poisson. Donc l'importance, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est aussi que ce sont des huiles qui sont issues de la pêche sauvage et durable. Donc voilà, donc on a des certifications indépendantes pour cela. Donc voilà, pour s'assurer aussi de la qualité des matières premières. Et donc rapidement aussi sur la gamme vegan. Donc là, ce sont des oméga 3 végétaux, mais donc c'est une micro-algue marine qui est naturellement hautement dosée en EPA et DHA. Donc ça va vous apporter les mêmes oméga 3 marins que les huiles de poisson. Et donc l'avantage, c'est que vous n'aurez pas d'impact sur l'environnement et l'écosystème marin. Donc, encore une fois, très vite, parce que je vois qu'on a une main levée. Donc, c'était sur pourquoi choisir Norsan. Donc, c'est effectivement parce qu'on est dans des produits qui sont hautement dosés en EPA et DHA, qui sont 100% naturels, qui sont certifiés par des organismes indépendants. On a un indice Totox, donc taux d'oxydation qui est très faible. On met les analyses des métaux lourds également à disposition, donc avec une présence de métaux lourds quasi inexistant du fait de la purification en 3 étapes. Ce sont des versions, donc effectivement liquides ou capsules selon les préférences. Aujourd'hui, Norsan est recommandé par plus de 5000 médecins thérapeutes et on espère que ça ne fera qu'augmenter, surtout suite à de telles études dont vous avez parlé dans la présentation, et puis avec une grande et belle satisfaction client. Donc, pendant qu'on répond aux questions, vous pouvez noter aussi le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. On profite aussi pour la recommandation. Donc, effectivement, moins que l'âge, ce qui va importer, c'est plutôt de voir avec le patient quelles sont ses habitudes alimentaires. Est-ce qu'on est sur une personne qui consomme régulièrement du poisson, que de temps en temps, ou alors pas du tout. Peut-être faire un bilan aussi des acides gras. Donc ça, je sais qu'on en a déjà reparlé. On vous en parle depuis longtemps, mais on va mettre, on l'espère, en 2022, notre analyse des acides gras à disposition. Donc, justement, pour pouvoir faire un bilan au préalable pour pouvoir adapter les dosages au mieux et puis ensuite voir les résultats après avoir fait la cure. Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Allez-y, c'est votre dernière chance. Je ne sais pas si vous vouliez encore ajouter quelque chose, Monsieur Delorgerie. Non, 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 j'ai pris beaucoup de temps, je m'excuse, c'était un peu long. Mais bon, vous avez enregistré l'intervention avec les diapos, donc voilà, bon travail. Vous pouvez retrouver ça soit dans mes livres en français, donc le dernier, là, où je fais le bilan de l'évolution récente, hein, et l'histoire n'est pas finie, parce qu'il va y avoir des batailles. D'abord entre industriels, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, et puis sur la prévention cardiovasculaire de façon générale. Merci beaucoup en tout cas. On va peut-être juste montrer la slide suivante, parce qu'on voulait encore vous parler tous rapidement aussi du pourcentage de remise dont vous bénéficiez pour avoir participé au webinaire. Donc c'est 10% avec le code web 1205, donc qui est valable pendant une semaine sur toutes nos gammes. Et puis pour vous donner rendez-vous aussi pour les prochains webinaires, donc le prochain aura lieu le 31 mai sur le thème des oméga 3 et de la dépression, présenté par la naturopathe Delphine Amodeo. Et ensuite, le 28 juin, sur les oméga 3 et le système nerveux, présenté par Nathalie Alexandre, qui est également naturopathe, mais qui n'est pas encore disponible en inscription sur notre site internet, mais très très prochainement, on s'en occupe. En tout cas, merci vraiment à tous pour votre participation, votre intérêt pour le sujet des oméga 3. Un grand merci au docteur Delorgeril pour cette présentation. Merci de votre invitation. Bon, avec plaisir. On verra peut-être faire un épisode 3 sur l'évolution dans les années qui viennent. On espère qu'il sera favorable au point de vue aussi, à notre point de vue qu'on partage sur les oméga 3 naturels. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bye bye. À bientôt. Le replay sera disponible du coup très prochainement. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.